Allô, c'est parti pour une nouvelle saison de Paroles du Monde avec toujours plus d'analyses, de décryptage et de témoignages sur les soubresauts de la planète. Dans ce numéro, le dossier sera consacré aux pourparlers israélo-palestiniens qui ont repris le 2 septembre dernier sous l'égide des États-Unis. Alors est-ce encore un coup pour rien? Peut-on rêver cette fois d'un État palestinien? C'est ce dont on discutera avec nos experts. Le témoin du monde est un ethnologue français qui a fait plusieurs séjours ces dernières années au Darfour. Il a rencontré tous les acteurs de ce conflit mal connu et mal expliqué malgré une mobilisation humanitaire sans précédent. Il publie Chronique du Darfour aux éditions Glénat. Vous entendrez aussi nos éditorialistes de France Info et de Courrier International. Mais d'abord place au zapping des télévisions étrangères. Écran d'ailleurs est préparé comme d'habitude par Paul Bouffard. En Espagne, la reine Sofia se veut écolo. Au volant de son prototype électrique, la souveraine agit pour la planète devant les caméras de télévision. Seul ombre au tableau, le bataillon de bébés polluantes qui se presse derrière sa petite voiture pour protéger sa majesté. ¿Qué tal, señora? Voilà. Au Mexique, le narcotrafic fait des milliers de victimes. Et pourtant, drogue et chansons populaires font bon ménage. Sur les chaînes de télévision, la population se shoot à la musique des narcocorridos, des groupes folkloriques qui chantent la gloire des trafiquants. Le temps d'une chanson à l'accordéon, les Mexicains s'identifient aux parrains. Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. En direct dans le Daily Show, Meghan McCain, la très controversée fille de l'ancien candidat à la présidence américaine, livre son regard sur la campagne de son père en 2008. Dans son livre Dirty Sexy Politics, elle n'hésite pas à égratigner la fille de Sarah Palin. You're hard on yourself. I am. I was not on my best behavior the whole time. I wasn't always acting like I should. But when you're sent to an image consultant and said that you look like a stripper and you talk bad and you're hurting the campaign when, you know, there's a pregnant teen there, it does a little bit to your self-esteem. And you know. Bonjour Mireille Lemaresquier et Philippe Thureau-Dangean. Bienvenue à tous les deux. Alors, galanterie oblige, je vais d'abord donner la parole à Mireille. Et Mireille, cette fois-ci, vous avez voulu nous parler de Cuba. Oui, parce que l'information qui est sortie cette semaine sur le fait que le gouvernement cubain a décidé de licencier d'ici au mois de mars un demi-million de travailleurs qui sont dans la fonction publique. Ouais, 500 000 fonctionnaires. Exactement. Pour moi, c'est quand même une information extrêmement importante parce que c'est une révolution dans un pays où depuis plus de 50 ans, il y a une économie planifiée, une économie qui est aujourd'hui au bord de la catastrophe. Et donc, c'est la remise en cause du système socialiste. C'est la remise en cause du système. C'est une petite ouverture qui s'annonce puisqu'il va y avoir l'autorisation de créer des emplois, des emplois indépendants, si l'on peut dire, et dans l'agriculture, et dans les petits commerces, et d'autres emplois que promet le gouvernement, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Sauf que quand même, ce pays, 85% de la population active et dans la fonction publique, que les salaires sont des salaires de misère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le salaire moyen dans la fonction publique ne dépasse pas 15 € par mois. Donc, quand le gouvernement dit « on va licencier, mais on vous promet de toute façon 60% d'indemnité pour le chômage par rapport à votre salaire », il reste quand même pas grand-chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même l'économie cubaine est une économie où il y a des ingénieurs, des chirurgiens, des médecins qui ont trois boulots, parce qu'autrement, voilà, qui ne peuvent pas, donc ils ne peuvent pas survivre avec leur salaire. Alors pour moi, il y a un grand tournant qui est en train de se dessiner avec sans doute la convocation d'un congrès du parti qui va amorcer une certaine transition, ce que Raúl Castro, qui est au pouvoir depuis 4 ans, appelle lui l'actualisation du modèle économique cubain. Ah ouais. Il semble même que Fidel, dans ses déclarations, souhaite cette transition. Alors Fidel a dit... Il a remis en cause d'ailleurs le système social. Enfin, voilà. Après, il l'a démenti. Mais voilà, il l'a démenti, mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas faire très attention à ce que dit actuellement Fidel, parce que j'ai écouté le discours qu'il avait fait au Parlement il y a 15 jours.
et je voulais pour ma radio en sortir des extraits, et il y avait des phrases qui n'avaient quand même ni queue ni tête. Donc je pense que ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce que fait le gouvernement, le Parti communiste, parce que c'est là, avec le congrès du parti, que ça va se décider. Et les petites phrases de Fidel, à mon avis, c'est pas le plus important aujourd'hui. Y compris celle contre Nicolas Sarkozy. Y compris celle contre Nicolas Sarkozy, le traitant disant que la France était l'auteur d'un holocauste racial. Mais on sent bien que, aussi bien dans les décisions prises, dans les libérations de prisonniers il y a quelques mois, de prisonniers politiques, ce qui est quand même une nouveauté aussi, qu'il y a effectivement, comme vous le dites, une transition en cours, quoi, déjà. Oui, alors je pense qu'ils sont obligés de faire la transition parce que l'économie cubaine est au bord du gouffre, que les Espagnols, qui sont les meilleurs partenaires, si l'on peut dire, du monde occidental de Cuba, ont expliqué que là, il fallait passer à la transition. Alors, et donc, des signes d'ouverture et la libération de certains prisonniers cubains. Alors, je tiens les chronos, on change de sujet, on passe à celui que vous avez choisi, Philippe Duron-Dangin. C'est un film de Bollywood en Inde, et je vous propose qu'on commence par regarder un extrait pour rentrer dans le vif du sujet. Now, his brother has a plan to win it all back. Voilà, donc en fait, c'est de l'humour pour aborder un sujet qui est très grave, le suicide de centaines de paysans en Inde. Oui, enfin plusieurs milliers, même 15 000 paysans qui se suicident chaque année parce qu'on ne le sait pas très bien, derrière le miracle économique indien, il y a une grande pauvreté dans tout le centre de l'Inde, notamment de ces petits paysans qui sont pris à la gorge par l'endettement, par les mauvaises récoltes, les sécheresses, et qui sont obligés finalement de vendre, ils sont expulsés, ils n'ont plus de quoi vivre. Et alors le film en fait se base sur bien sûr c'est une fiction, il y a depuis 2004 une subvention donnée aux familles de se suicider, c'est-à-dire qu'on leur donne l'équivalent de 800 €. 50 000 roupies, oui, 50 000 roupies. Et 50 000 roupies, il faut savoir que c'est 6 à 7 fois le revenu annuel d'un ménage paysan, enfin de petits paysans. Ça pousse au suicide, donc c'est ça. Voilà, et donc, enfin, je ne sais pas si ça pousse au suicide, mais en tout cas, c'est l'argument du film, et c'est assez nouveau aussi dans le cinéma indien. C'est, il y a deux frères qui sont à bout, et ils ne tirent pas au sort, mais ils se querellent pour savoir lequel des deux va se suicider pour que la famille puisse toucher ces 50 000 roupies. Et donc ça donne bien sûr un film avec des belles images, toujours le côté Bollywood, et avec beaucoup de satire, parce que la satire est une tradition indienne aussi, on le voit dans les journaux, dans les contes, et aussi dans les films. Et c'est la première fois à notre connaissance qu'il y a un sujet aussi grave, effectivement, abordé, et ce film qui est sorti sur les écrans indiens est un assez joli succès. Oui, à beaucoup d'entrées. Une autre facette de l'Inde que l'on ne connaît pas, parce qu'on parle toujours de la puissance émergente qu'est l'Inde, avec les réussites dans le secteur informatique, etc. Et on parle rarement du monde rural en Inde. Voilà, c'est 1 milliard de personnes, et l'exode rural en fait ne s'accomplit pas comme en Chine. Donc il y a et d'ailleurs les villes indiennes ne peuvent pas absorber autant de gens que ce qui se passe en Chine, et donc le système est grippé. Et le gouvernement indien a du mal à consacrer des sommes importantes parce que en effet la plupart des citadins ne s'intéressent pas beaucoup au sort des paysans. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir choisi d'être venus nous parler de vos sujets. On va passer au dossier de cette émission. Il est consacré aux pourparlers israélo-palestiniens. Ils étaient gelés depuis l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Ils viennent de reprendre sous l'égide de Washington, mais les points de blocage sont toujours les mêmes, comme par exemple celui des colonies, comme le montre ce reportage de Paul Bouffard. En Cisjordanie, malgré des vendanges exceptionnelles dans la colonie juive d'Ofra, Yoram Cohen est préoccupé. Ce colon viticulteur voit d'un mauvais œil la reprise des pourparlers entre Palestiniens et Israéliens. Pour lui, elle est synonyme d'une potentielle perte de ses terres. Au cœur des débats, 400 000 personnes, le nombre de colons juifs dans les territoires palestiniens. Derrière ce grillage, Abed Al-Hamid, ouvrier agricole. Comme tous les Palestiniens, il n'espère qu'une chose, revenir sur ses terres.
بدل ما يقيموا مستوطنات انا شايف المستوطنات بتزيد يعني اخر سنه انزرعت 96 94 لحد 95 هذول الثلاث سنين بعدين صاروا منعونا ننزل عليهم. Ici, à Jérusalem, les observateurs des Nations Unies se disent préoccupés par la situation. 220 000 Israéliens vivent aujourd'hui dans la partie est de la ville, qui est en territoire palestinien. L'État hébreu a continué la construction de nouveaux bâtiments, malgré le gel instauré pendant 10 mois. Et les tensions ne font que s'amplifier. En juillet dernier, une vidéo fait le tour des télévisions. Dans la ville d'Hébron, fief des colons radicaux, un groupe de soldats israéliens en patrouille improvise une chorégraphie en pleine rue. Provocation pour certains, l'incident reflète le climat entre colons juifs et palestiniens. Voilà, retour en plateau. Bonjour Ziad Klo. Bonjour. Vous êtes français, votre famille est originaire d'Haïfa, ville arabe en territoire israélien. Vous avez participé pendant 1 an aux négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Vous travaillez pour l'autorité palestinienne en tant que conseiller juridique et vous publiez « Il n'y aura pas d'État palestinien » chez Max Milo. Titre un peu provocateur, on va y revenir. Ofer Bronstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Forum international pour la paix, membre du parti travailliste israélien. Ce qu'il en reste. Et vous conseillez depuis plusieurs années le ministre espagnol des Affaires étrangères sur ces négociations notamment. Alors pour revenir sur le point de ce reportage, les colonies, il y a eu un gel pendant 10 mois officiellement, mais ce qui n'a pas empêché la construction de nouveaux logements. Donc pourquoi se focaliser sur ce gel, puisqu'il n'empêche pas la construction de nouvelles colonies? La focalisation sur le gel tient notamment au fait que les Palestiniens, et le premier d'entre eux, le président Mahmoud Abbas, qui par ailleurs n'a plus dont le mandat en tant que président de l'autorité palestinienne a expiré depuis 1 an et demi, est parti à Washington pour assister à la première conférence organisée dans le cadre de la reprise des pourparlers et poursuit le dialogue depuis, sans mandat et sans avoir l'aval. Bon, le Hamas, on n'en parle même pas, mais également de 2 autres factions palestiniennes, le FPLP et FDLP, qui sont 2 composantes importantes de l'OLP. Importantes, culturellement, historiquement, et importantes. Donc c'est-à-dire qu'il y a une caution en fait de si vous voulez, le gel. Principal reproche qu'on lui a fait, c'est de partir là-bas, alors que la coalition se poursuivait. Étant entendu, vous avez très bien dit que le moratoire ne porte pas, que le gel de la colonisation ne porte pas sur l'essentiel, à savoir Jérusalem-Est, qui est devenu très largement juive aujourd'hui. Oui, et c'est vrai, c'est un moratoire un peu symbolique puisque les colonisations continuent. Donc pourquoi se focaliser aussi côté israélien? Je peux comprendre pourquoi on se focalise sur le moratoire du côté palestinien et sur la sécurité du côté israélien. Parce que comme ça a été dit à Washington, aujourd'hui, Américains, Israéliens, Palestiniens, ce qu'ils veulent atteindre, c'est un framework, c'est un accord partiel. Et je pense que l'accord partiel qu'Israéliens et Palestiniens vont atteindre prochainement, c'est justement sur les prochaines futures d'un État palestinien. Et contrairement au titre du livre de Ziad, moi j'y crois fermement à cet État palestinien qui, à mon avis, va naître en 2011, je l'espère en tout cas. Et pour les Israéliens, des garanties de sécurité. Si Palestiniens et Israéliens arrivent à se mettre d'accord sur ces 2 volets-là, les territoires, les frontières d'un futur État palestinien et les garanties de sécurité pour Israël, je pense qu'on sera allé de l'avant. Ensuite, ça fait beaucoup de si quand même déjà, et ça fait longtemps qu'on essaie de se mettre d'accord. Je crois qu'on y va. Vous dites que vous croyez en ce processus-là, vous avez conseillé Yitzhak Rabin, vous en avez connu des processus qui ont tous échoué les uns après les autres. Pourquoi cette fois-ci, vous y croyez plus que les autres? Tout d'abord, un processus ne peut pas échouer, c'est un processus. Et c'est vrai que voilà, ils n'aboutissent pas. Pourquoi je suis optimiste aujourd'hui? Parce que la droite et l'extrême droite israélienne, une fois pour toutes, ont reconnu que le rêve du grand Israël est impossible, que les Palestiniens ont le droit d'avoir un État, de vivre dans la liberté, dans la démocratie et dans leur État. Et ça, c'est important que la droite. C'est important que la droite israélienne le reconnaisse. Ouais. Et n'oublions pas que le premier leader israélien à avoir signé un accord de paix avec un pays arabe a été celui que l'on ne croyait pas non plus à l'époque. On pensait que c'était un fasciste qui montait au pouvoir, un ex-terroriste, etc. Et c'est Menachem Begin, le leader de la droite israélienne, qui signe des accords de paix avec l'Égypte. Je voudrais donner la parole à Ziad Klo. Il n'y aura pas d'État palestinien. Les pourparlers auxquels vous avez participé, c'était ceux d'Annapolis. Ceux-ci qui viennent de s'engager sous l'égide de Washington, vous y croyez plus ou pas? Non, parce qu'à mon sens, elles s'engagent sur exactement les mêmes paramètres.
deux paramètres essentiels. Le premier, c'est qu'on négocie pendant que la colonisation se poursuit, on négocie pendant que l'objet des négociations disparaît, Jérusalem-Est par exemple. Oui, et le deuxième, je voudrais citer une phrase, allez-y, je vous laisse terminer. Le deuxième paramètre, c'est on négocie sans ce que l'on décrit comme les ennemis de la paix, le Hamas, qui a quand même été élu en 2006. Je ne veux pas me faire l'avocat du Hamas avec qui je ne partage pas grand-chose, mais bon, si on est démocrate et si on est pragmatique, on intègre le Hamas d'une manière ou d'une autre aux discussions. C'est au Hamas de respecter certaines basiques et démocratiques pour pouvoir être intégré dans ces négociations. C'est-à-dire, ne pas avoir recours à la violence pour résoudre un problème qui doit être un problème politique. Israéliens et Palestiniens ne peuvent plus avoir recours à la violence, ni l'armée israélienne, ni les terroristes du Hamas pour régler leurs problèmes. Il doit se faire uniquement par des négociations. Uniquement par des négociations. Mais là, enfin, pardon, pendant les négociations, les violences continuent. Est-ce que la colonisation, pour vous, est une violence, monsieur Oferbos? Oui, je pense qu'il faut l'arrêter, mais il est évident. Mais on continue quand même. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils doivent négocier. Sinon, on se met dos à dos et on va recréer un climat de violence qui n'aboutira à rien. Donc on négocie malgré la violence et pendant la violence. Mais il faut le faire. Je crois qu'Yitzhak Rabin l'avait très bien dit. N'oublions pas qu'avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin, après les accords d'Oslo, il y a eu toute une vague d'actes terroristes ignobles, inacceptables par le Hamas dans les villes israéliennes. Et Yitzhak Rabin continuait la négociation. Il l'avait dit, d'une main, je serre d'une main la poignée d'Arafat et de l'autre, je vais combattre le terrorisme. Le problème du processus de paix actuel, c'est qu'il est l'héritier d'Oslo. Je néglige pas un certain nombre d'avancées d'Oslo et l'aspect, si vous voulez, symbolique énorme qu'il a constitué, la reconnaissance des Palestiniens comme étant un peuple ayant les droits, etc. Ceci étant dit, Oslo, c'est quoi? C'est l'OLP qui reconnaît l'État d'Israël comme existant, ayant le droit à l'existence, et Israël qui reconnaît l'OLP comme représentant le peuple palestinien. Autrement dit, un accord profondément asymétrique. On a identifié un certain nombre de questions qui devaient être réglées, ce qu'on appelle les questions du statut permanent, afin de régler de manière définitive et pacifique le conflit. Les accords d'Oslo ne parlent pas d'État palestinien. Yitzhak Rabin n'a jamais dit paix à son âme. Il a dit par la suite, les accords d'Oslo ne stipulent pas. C'est des accords intermédiaires, les accords d'Oslo. D'accord, mais Oslo aussi, tout ce qui s'est passé depuis Oslo, c'est une explosion de la colonisation. Et là où je diffère très sensiblement de l'analyse d'Ofer-Bronstein, c'est que même si les paramètres, les soi-disant paramètres de la résolution, effectivement, n'ont pas changé, la situation sur le terrain, elle, a dramatiquement changé. La colonisation, le nombre de colons a été multiplié en 17 ans par 2,5. Vous avez aujourd'hui plus de 500 000 colons. Une grande partie à Jérusalem-Est. Tout le monde sait que les Palestiniens, même s'ils peuvent se montrer accommodants, même s'ils peuvent faire des efforts sur certains dossiers, ne lâcheront pas sur Jérusalem-Est, parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est au-delà d'une question palestinienne, c'est une question arabe, c'est une question musulmane. Or, aujourd'hui, la ville, Jérusalem-Est, est totalement coupée de la Cisjordanie. Par ailleurs, vous avez quand même un problème immense de représentativité, de légitimité démocratique côté palestinien. Arafat, qui avec tous ses défauts, représentait quand même, il y a 20-15 ans, la cause palestinienne, Arafat n'a pas été capable d'obtenir plus qu'Oslo. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas, qui n'a plus autorité sur Gaza, aurait la possibilité d'accord? Tout d'abord, en tant que militant pour la paix, moi, c'est toujours facile d'être sceptique, d'être pessimiste, de dire que ce n'est pas possible, que ça fait 100 ans que ça dure et que ça continuera. Moi, je ne suis pas... je ne partage pas. Aussi, peut-être. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut regarder... Il y a un processus qui existe depuis déjà 30 ans entre Israéliens et le monde arabe, depuis presque 20 ans entre Israéliens et Palestiniens. On peut voir la moitié du verre vide, mais on peut la voir moitié pleine. Il y a un président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, réfugié à Tunis après cette horrible guerre du Liban au début des années 80, et revenu en Palestine. La droite israélienne, y compris Ariel Sharon et Netanyahou, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, même Rabin dans Oslo, la création de l'État palestinien n'était pas stipulée. Aujourd'hui, c'est Sharon et Netanyahou, la droite israélienne, ceux qui pensaient à un grand Israël, ceux qui ne voulaient pas d'un État palestinien, ceux qui ne voulaient pas reconnaître l'OLP, ceux qui ne voulaient pas reconnaître le Fatah, ceux qui pensaient que Arafat était un terroriste, Sharon et Netanyahou, c'est eux qui reconnaissent l'importance de la création d'un État palestinien. Donc ce processus, il y a aussi la moitié du verre plein. L'économie palestinienne ces dernières années, en Cisjordanie,
Cisjordanie, mais aussi bien à Gaza, se développe pas mal. L'Europe se développe pas mal. Il y a quand même, on est à presque 10%. On a développé une expertise dans la construction de tunnels. On peut être cynique et pessimiste. Je suis pas du tout cynique. Ça n'amène à rien. Qu'est-ce que tu préconises? Pas cynique, je suis pragmatique. Je regarde les cartes, je regarde les faits. Et moi, je vois qu'on vit mieux à Ramallah. Moi, j'y étais il y a 10 jours. On vit mieux à Ramallah. Ramallah ne représente pas le reste de la Cisjordanie et je ne parle même pas de Gaza. Fois, je te donne les éléments de lumière, les éléments positifs. La majorité des Israéliens, comme la majorité des Palestiniens, se reconnaissent les uns et les autres. On va juste laisser parler une minute. Et je voudrais vous faire réagir sur une phrase que j'ai lue dans votre livre qui dit maintenant, j'ai compris que l'autorité palestinienne, au fil des années, est devenue une autorité d'occupation. Elle est réduite à faire le sale boulot en Cisjordanie, en lieu et place des Israéliens, avec le soutien des Américains et l'Union européenne. En fait, c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous ne croyez pas en la capacité de l'autorité palestinienne pour défendre un État palestinien? Je crois, j'ai vu, et ça m'embête beaucoup de l'admettre, qu'effectivement, l'autorité palestinienne est devenue, à une très grande mesure, une autorité d'occupation. Donc, c'est de l'hypocrisie que vous dénoncez? C'est une très grande, oui, c'est une très grande hypocrisie internationale. Une autorité qui, au fil des années... des collabos, c'est ça? C'est vous que je vous laisse l'entière c'est quoi? Je vous dis qu'il y a des gens à Ramallah qui, à un moment donné, dans le cadre de l'évolution du conflit et de leur lutte nationaliste, ont estimé que ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient au niveau de la lutte violente, armée, et qui ont pensé, après Oslo, qui pensaient arriver à leur fin, la création d'un État, par la négociation. Et je serai le dernier à jeter la pierre vis-à-vis de ces gens, parce que c'est des gens qui, pendant très très longtemps, étaient à la pointe de la lutte pour leur peuple, pour leurs droits de leur peuple. Et ils ont jeté l'éponge, alors? Non, pas du tout. C'est un problème générationnel, c'est un problème, si vous voulez, des gens... vous avez 60, 70 ans, ça fait 40 ans que vous êtes à la tête de cette lutte. Il y a un moment, on vous donne une reconnaissance internationale. Mahmoud Abbas et toutes les personnes aujourd'hui pensent qu'aujourd'hui, ils sont plus près en termes de reconnaissance d'un État palestinien que par le passé. Et c'est vrai, en termes de reconnaissance, oui, l'identité palestinienne, aujourd'hui, plus personne ne remet en cause l'identité palestinienne. En revanche, il n'y a plus de territoire. Où est-ce qu'on va le créer, l'État palestinien? Regardez les cartes. Regardez les cartes. Comment voulez-vous créer un territoire qui sera un État qui soit accepté par les Palestiniens sans Jérusalem-Est, avec ce qu'on appelle une buffer zone, une zone tampon à l'Est qui serait laissée aux Israéliens parce qu'ils voudront garder le contrôle sur leur frontière Est. Et on imagine qu'on va démanteler toute une bonne partie des colonies. C'est pas Jérusalem. Donc ce que vous dites, ils n'y croient plus, ils font semblant. Pourquoi? Pour toucher les subventions européennes? Ils se convainquent qu'ils peuvent encore y croire, et ils ont grillé toutes leurs autres cartouches. On peut pas dénigrer l'autorité palestinienne de cette façon. Je ne dénigre pas l'autorité palestinienne. Moi, je vois le travail titanique du gouvernement Fayyad ces dernières années. Fayyad a été élu par qui, vous me rappelez? Fayyad me plaît, c'est un technocrate, il parle 3 langues, il a plein de qualités. Mais quel est son mandat électoral? C'est l'autorité palestinienne. Et Fayyad fait un travail excellent pour le peuple palestinien. Le Premier ministre. Lui, le Premier ministre palestinien. C'est pas et à qui rend-il des comptes? Tout d'abord, aux Européens et aux Américains et aux Israéliens. Les Américains payent. Oui, c'est bien le problème aujourd'hui, M. Brochstein. C'est bien le problème. Moi, j'attends d'un gouvernement palestinien qu'il rende des comptes aux Palestiniens d'abord. Merci, Ofer Brochstein. Merci à vous. Ziad Klo, je rappelle le titre de votre ouvrage. Il n'y aura pas d'État palestinien. Le conflit, ça passe aussi par une guerre de communication, notamment sur Internet. C'est ce que nous montre ce sujet de Paul Bouffard. Entre Palestiniens et Israéliens, c'est l'offensive 2.0. D'après le quotidien israélien Haaretz, des groupements de colons radicaux lancent des cours de Wikipédia. Selon eux, l'image d'Israël est exécrable sur le net. Pendant l'épisode des bateaux humanitaires de Gaza par exemple, les seules informations accessibles étaient mises en ligne sur des sites pro-arabes. Du coup, l'objectif de ces groupes sionistes est d'alimenter sans cesse les pages du dictionnaire participatif à propos d'Israël. Grâce à leurs dizaines de militants, ils comptent redorer l'image de l'État hébreu. Du côté palestinien, l'association des journalistes sonne le signal de la contre-attaque sur le web avec un but, rendre pro-palestinien tout article sur Wikipédia. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à un tout autre sujet pour terminer cette émission, le Darfour, où le processus de paix là aussi est totalement enlisé. Les différentes factions armées refusent elles aussi de se mettre à la table des négociations. Notre témoin du monde, Jérôme Tubiana, est chercheur, ethnologue et photographe. Il travaille depuis plusieurs années dans cette région du Soudan, où il a été consultant pour plusieurs organisations humanitaires. Il est allé à la rencontre de toutes les parties du conflit, victimes comme bourreaux, et il publie Chronique du Darfour, édition Glénat, un livre soutenu par Amnesty International.
Bonjour Jérôme Tubiana. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans les collections Afrique du musée du Quai Branly. Vous publiez Chronique du Darfour. En fait, vous êtes retourné au Darfour un peu sur les traces de vos parents qui étaient ethnologues. En quoi le Darfour d'aujourd'hui diffère-t-il de celui qu'ont connu vos parents à l'époque? Il a bien sûr beaucoup changé. D'abord, 40 ans ont passé. Mes parents travaillaient au Tchad puis au Darfour dans les années 50 et 60. Ils pouvaient y rencontrer des gens qui avaient connu l'Afrique d'avant l'arrivée des Blancs, des gens qui n'avaient jamais vu de Blancs en fait. Donc c'était vraiment la grande époque pour cette anthropologie-là. C'était une région qui était à la fois très isolée du Soudan central, de Khartoum. Elle l'est toujours aujourd'hui, mais elle l'était encore plus. Mais c'était aussi une région qui vivait beaucoup plus paisiblement qu'aujourd'hui. Et c'est surtout la guerre actuelle qui a vraiment provoqué des changements très violents. Alors justement, au début de cette guerre, c'était un peu le conflit oublié, personne n'en parlait. Puis c'est devenu la cause à la mode un peu, tout le monde s'est mobilisé, de Georges Clooney à Francis Lalanne, pour finalement aujourd'hui rester un endroit qui est très mal connu. Comment vous l'expliquez? C'est une mobilisation vaine? Pas forcément vaine, mais on n'a pas voulu comprendre avant d'agir. Il y avait une idée d'urgence, il y avait même une idée de retard, parce que comme vous le disiez, le conflit a été oublié pendant au moins 1 an. La guerre, on considère qu'elle a généralement débuté en 2003 par une victoire surprenante des rebelles du Darfour, qui étaient alors des groupes petits et embryonnaires. Cette victoire militaire a été suivie par une contre-attaque très massive du gouvernement qui a eu un impact très fort sur les populations civiles. Des centaines de villages ont été brûlés et des centaines de milliers d'habitants déplacés. Et c'était difficile de réaliser à la décharge des observateurs internationaux ce qui se passait vraiment, parce que le Soudan était un peu fermé, difficile d'accès. Il y avait une guerre de 20 ans qui était en train de se terminer au Sud-Soudan et qui avait fait au moins 1 million de morts. Donc ce qui se passait au Darfour et dont on voyait les traces un peu au Tchad avec des réfugiés qui passaient la frontière dans des conditions difficiles, on ne se rendait pas compte de l'importance que la crise allait avoir. Donc on est arrivé, finalement, le gros de la violence était déjà passé, on est arrivé trop tard. Et on a voulu quand même mobiliser sur ce conflit. Il faut se rappeler qu'on est arrivé sur le conflit du Darfour au moment du 10e anniversaire du conflit du génocide au Rwanda. Et le génocide au Rwanda a duré très peu de temps, 1 mois en gros. Donc on avait l'idée qu'au Darfour, il fallait agir très très vite, sinon la même chose allait se passer. Or évidemment, les deux conflits sont très différents. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme terme? Massacre, crime contre l'humanité, génocide? Quel est le bon terme pour vous? Bon, d'abord, c'est une guerre. C'est quand même pas juste des massacres de civils. C'est-à-dire qu'il y a des fautes des deux côtés. Politique. Oui, bien sûr, il y a des hommes en armes des deux côtés. Et il y a un conflit qui a quand même des raisons très profondes, notamment des raisons politiques. Mais on le présente souvent comme les Arabes contre les non-Arabes, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou Non, puisqu'on voit. Est-ce que c'est véritablement ethnique? Il y a des éléments ethniques qui entrent en jeu, mais cette description du conflit, comme d'un conflit, comme de massacre ou d'un génocide parfois même commis par ces Arabes contre des populations qu'on a qualifiées un peu hâtivement d'africaines, a été entendue et reçue par les Arabes comme une stigmatisation d'eux en général, alors même que beaucoup d'Arabes du Darfour n'ont pas commis de crimes, n'ont pas participé à la guerre même, et beaucoup aussi, et on ne le sait pas, font partie des rebelles. Est-ce qu'il y a une dimension environnementale? Il y a une dimension environnementale importante, bien sûr. C'est une région, le Darfour, qui a été particulièrement touchée par des grandes sécheresses dans les années 70 et 80. Et évidemment, ces sécheresses ont accentué la compétition pour les ressources naturelles. Et à ce moment-là, petit à petit, des conflits locaux sont souvent apparus qui ont pu être instrumentalisés par les différents acteurs politiques armés pour recruter des combattants. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marqué plus que les autres? Évidemment, c'est toujours assez marquant de rencontrer des gens qui sont des criminels de guerre, par exemple des Janjaouides, et d'essayer de les comprendre, sans pour autant se laisser aspirer par la sympathie qui vient forcément quand on passe du temps avec des gens. Finalement, les rencontres les plus marquantes, c'est avec justement des gens qui sont ambigus et complexes et qui permettent de comprendre à quel point une guerre, c'est surtout quelque chose dans lequel on est tous pris, qu'il y a des causes politiques, économiques, environnementales, mais où à la fin, ce sont quand même des individus dont les destins se trouvent pris dans la guerre et qui essayent de s'en sortir au mieux et qui n'y réussissent pas forcément.
Merci beaucoup, Jérôme Duménat. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chronique du Darfour, édition Glénat, un livre soutenu par Amnesty International. Merci aussi au musée du Quai Branly qui nous a accueillis. Vous pouvez revoir l'émission dans son intégralité sur notre site internet publicsénat.fr. À très bientôt.